Bienvenue au musée des blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Aujourd'hui, on parle du débarquement. Il y a eu tout un tas de chars pour aider les hommes sur les plages au moment du 6 juin 1944. Cependant, la plupart du temps, on va penser à certains types de véhicules, surtout le Sherman DD, le véhicule amphibie du débarquement. D'ailleurs, nous en avons un dans le musée, peut-être qu'un jour on fera une vidéo dessus. Cependant, il y a un grand inconnu du débarquement, c'est l'engin à côté duquel je me trouve. Il s'appelle le Centaur CS pour Close Support. En 1940, le War Office émet la demande d'un véhicule rapide, mieux blindé, mieux armé que les véhicules précédents. Ça va donner le Centaur, mais tout au long d'une histoire absolument épouvantable. Le 1er janvier 1942, le véhicule qui a été choisi, suite à cette demande du War Office, est le Cromwell. Il tourne pour la première fois avec un engin prototype. Mais il va falloir attendre longtemps avant que son moteur, qui était le moteur Météor, soit produit en suffisamment grand nombre. C'est là qu'arrive le Centaur. Pour simplifier, le Centaur est un Cromwell avec une mécanique légèrement différente et un vieux moteur qui pouvait être justement remplacé par le nouveau moteur, le moteur Météor. Avant d'aller sur les différences entre le Centaur et le Cromwell, on va d'abord faire les points communs. D'abord, ce que vous avez ici, c'est le train de roulement. Le train de roulement est typique d'un char rapide. Il a une suspension dite Christie, pour l'inventeur Christie, qui était un inventeur américain. Les Britanniques vont récupérer son principe. On a un train de roulement avec de grands galets, c'est roues pour char d'assaut, et la chenille n'est pas supportée. Et à chaque galet, derrière la tôle qui est ici, vous avez de grands ressorts. C'est ça qui va former la suspension, une suspension qui donne une grande amplitude, comme pour le T-34. D'ailleurs, on a fait une jolie histoire d'acier sur le T-34, vous pourrez aller le voir si vous le voulez. Deuxième chose, la coque tout entière est commune avec le Centaur et le Cromwell. En ce qui concerne le blindage, c'est le même. Un blindage de 64 mm d'épaisseur. Pour 1942, quand les Centaurs et les Cromwell prototypes roulent, c'est très bien. Cependant, pour des raisons de production industrielle lente, ces engins-là ne connaîtront le combat, et Centaur et Cromwell, qu'en 1944. Et en 1944, un blindage vertical, comme vous pouvez le voir ici, c'est totalement désuet. Ça limite l'efficacité de la protection. Le blindage en tourelle est légèrement plus épais. Mais voyez sa caractéristique, il y a d'énormes boulons coniques pour faire dévier les projectiles tout autour. Pourquoi d'énormes boulons? C'est tout simple, parce que là encore, la conception est ancienne. Encore une fois, ces engins-là ont des prototypes qui roulent seulement en 1942. Et à cette époque-là, l'idée, c'est d'avoir le plus possible de prestataires qui soient capables de travailler à produire Centaur et Cromwell. Ce qui fait que, comme beaucoup d'entreprises n'ont pas encore la capacité de faire de blindage de forte épaisseur soudé, la tourelle est composée en fait de deux couches. Une couche intérieure avec des petites tôles de 12 mm qui, elles, sont soudées, parce que ce n'est pas trop compliqué. Par contre, le blindage de forte épaisseur, 64 mm à l'avant et 50 mm sur les flancs, est boulonné sur cette coque intérieure soudée. C'est ça qui permettait de faire travailler un maximum d'entreprises sur la production du Centaur et du Cromwell. Le souci du Centaur, c'est qu'il a une mécanique absolument désastreuse. 1800 Centaurs vont être produits, en même temps que le Cromwell est produit pour pouvoir faire nombre. Et le Centaur va avoir tellement de soucis qu'il ne servira pas sur le champ de bataille, à quelques toutes petites exceptions près. La grande majorité des Centaurs va servir de véhicule d'entraînement. Et il en a été construit 1800 exemplaires. Ça fait très cher le véhicule d'entraînement. Un autre point commun entre Centaur et Cromwell, c'est la façon dont la caisse est disposée pour l'équipage. Vous avez l'ouverture pour le mitrailleur de caisse. Une ouverture qui est très spécifique, car voyez, la trappe s'ouvre latéralement. Et ça à cause d'un problème, un problème des premières trappes. Et actuellement, sur notre char, nous avons une trappe moderne et une trappe ancienne. On va voir ça avec le pilote. À l'origine, les deux hommes de la caisse avaient ce genre de trappe, une trappe de toit.
Et là, vous pouvez immédiatement remarquer un petit souci. Dès que la tourelle tourne, ne serait-ce que légèrement, l'angle va provoquer l'impossibilité d'ouvrir la trappe. Voilà pourquoi, dans un premier temps, le mitrailleur qui est à côté du pilote va avoir une trappe qui s'ouvre latéralement. Si le pilote est piégé, il peut traverser l'habitacle pour traverser de l'autre côté. Et sur des versions plus tardives, surtout sur le Cromwell, il y aura une deuxième ouverture latérale, cette fois-ci pour le pilote. Le pilote a deux épiscopes face à lui et une trappe de vision directe quand il est en dehors du combat. Maintenant, on passe en tourelle. Je vous entraîne maintenant dans le poste du chef de char. Suivez-moi. Je suis à la place ici du chef de char. Devant lui, un épiscope, derrière lui, un autre. Cependant, tout le système ici est rotatif. On peut donc avoir une vision à 360 degrés. À sa gauche, juste ici, une ouverture pour le combat au corps à corps depuis l'intérieur. Un levier, hop, et on ouvre pour pouvoir combattre. Si l'ennemi commence à devenir un peu trop proche, hop, on referme. Voilà la structure interne dont je vous parlais tout à l'heure. On voit bien la soudure de fines tôles internes sur lesquelles sont boulonnés le blindage extérieur. Les boulons étant ensuite, pour des soucis structurels, soudés sur la coque. Cette fois-ci, je suis au poste du tireur, celui qui va opérer la visée avec le canon. Derrière moi, le chef de char. À ma droite, la culasse du canon. Ici, l'emplacement de la mitrailleuse. Et là, l'emplacement de l'optique pour pouvoir effectuer la visée. Je suis cette fois-ci de l'autre côté du canon, au poste chargeur. Il va charger et le canon qui est à ma gauche et le lance-grenade fumigène qui était placé juste ici. En face du chargeur se trouvent là les munitions pour le lance-grenade et à ses pieds les munitions pour le canon. On est ici sur la plage arrière du véhicule, juste au-dessus des plaques qui recouvrent toute la mécanique. Toute la mécanique, boîte de vitesse et moteur se retrouve à l'arrière d'un Centaure ou d'un Cromwell. La différence, c'est ce qu'il y a dessous. Sur le Centaure, comme chez nous, vous avez le moteur Liberty, qui est un vieux moteur qui n'a que peu évolué depuis la Première Guerre mondiale. Il a une puissance de 395 chevaux. Et il pouvait être, sur le Centaure, remplacé par le moteur Météor de 600 chevaux qui équipait le Cromwell. Les Centaures, vu leurs problèmes mécaniques, n'étaient pas censés participer au combat. Peu à peu, l'idée était simplement que le Cromwell soit le char principal britannique. Cependant, c'était gâché. Montgomery, qui prépare le débarquement sur les plages d'assaut britanniques et canadiennes pour le 6 juin 1944, se dit qu'il pourrait utiliser les Centaures comme base d'appui-feu. On change plusieurs choses. D'abord, ici, vous aviez une optique différente de d'habitude. Ça, c'était une optique, enfin, une embase d'optique pour artillerie, pas une optique directe, comme dans la plupart des chars. Le canon est, lui, différent du char d'assaut habituel. C'est un obusier de 95 mm, très court. Et il est tellement court que la culasse, très lourde, fait qu'il n'y a pas d'équilibre. Et donc ajouter ici une énorme pièce, c'est un contrepoids pour équilibrer le canon. Comme l'objectif est de laisser les Centaures sur des barges, parce qu'ils ont une mécanique désastreuse, on veut qu'ils embarquent un maximum de munitions. Et donc supprimer le moteur, comme ça fait plein d'espace pour des munitions, et la mitrailleuse de caisse, ici, puisque de toute façon, étant sur une barge, pas la place de mettre une mitrailleuse, pas la place de tirer à la mitrailleuse de toute façon. Donc, encore plus d'espace pour mettre des munitions. Et notre Centaure dans tout ça? Notre Centaure a fait partie des 80 véhicules modifiés en close support. Le voici en photo, à Satory, peu après la guerre. Les Centaures prévus pour le D-Day avaient leurs tourelles couvertes de graduations. Elles étaient là au cas où une partie des observateurs ne pourrait pas acquérir leur cible. Par exemple, à cause d'un brouillard. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas contacter ceux qui pouvaient le faire à leur place. Le silence radio était obligatoire dans la flotte pour assurer une attaque surprise. Voilà l'utilité des marquages sur les tourelles. Les observateurs aveuglés observaient leurs voisins et copiaient leur position depuis un navire qu'ils, lui, avaient vu sur l'objectif. Notre char s'appelait Revenge. Le 1 dans le rectangle à droite désigne la première batterie du Royal Marine Armored Support Group qui fut déployée sur Gold Beach, en appui de la 231e brigade d'infanterie britannique. Finalement, Montgomery va décider de remettre la mécanique dans les Centaures.
Tout simplement parce qu'il fallait profiter d'un char. Il va débarquer avec les troupes, et s'il tombe en panne, au moins il tombera en panne, plus près de la cible à détruire. Mais au final, les centaures vont fonctionner beaucoup mieux que prévu. Ils vont continuer à appuyer les troupes une fois dans les terres, puis vont être reversés à d'autres unités, dont une unité française, le 13e régiment de dragons. C'est sans doute pour ça que l'engin est toujours ici préservé au musée des blindés. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs autres véhicules blindés britanniques de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons du Matilda, du Churchill, du Valentine, du Comet et bien d'autres. Venez donc les découvrir dans notre musée. Tout ça est dans l'exposition permanente en salle des Alliés. Vous pouvez aussi continuer de les découvrir sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux et bien entendu sur Histoire d'Acier. À très bientôt.